Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Amandine. Amandine, c'est une guerrière. C'est la preuve vivante qu'on peut vivre un cataclysme, qu'on peut vivre, je dirais pas une tempête, mais un tsunami, une tornade et voir le soleil derrière, une force de la nature. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup et qui m'inspire encore énormément aujourd'hui. Elle a tourné le négatif, l'enfer en positif et elle a créé un compte que j'adore qui va aller aider autrui. Elle prouve que sans alcool et sans drogue, eh ben on peut kiffer la life et ça c'est trop cool et elle soutient les personnes et pour moi c'est la plus grande des valeurs que je respecte, c'est aider autrui et elle le fait d'une manière tellement euh, avec justesse, avec le cœur. Comment tu vas Amandine? Bah, ça va, merci. Je pleure un petit peu parce que ton introduction est hyper émouvante, en vrai. Ah, Je te Ça me touche. Bah, ça va, sinon à côté de ça, ça va. Je je Tu as fait une super belle introduction et ça me touche, du plus profond du cœur. Franchement, merci ben, et avec grand mais plaisir. mis à part le fait que je sois très émotive, ça va. Ça va très bien. La Merci. vie, c'est les émotions et c'est pour ça aussi que j'ai créé le podcast Sans Alcool, c'est pour vivre des émotions et des émotions fortes et rencontrer de belles personnes. Je vais commencer par une question qui sera moins dans les larmes. T'étais comment quand tu buvais, toi, Amandine? Bah, moi, quand je buvais, alors j'étais une jeune fille très bonne vivante. J'avais, pas beaucoup de limites, on va dire et j'étais très désinhibée. Quand je buvais, je disais ou faisais des choses que j'aurais pas forcément dit ou fait, sobre. C'est vrai que l'alcool et les drogues m'aidaient beaucoup, en fait, à lâcher un petit peu ce félin qui sommeillait en moi, heu, félin sauvage, hein, pas dompté, qui sommeillait en moi et après à côté de ça, oui, j'étais vraiment la bonne vivante. Je sociabilisais, beaucoup et ouais, j'étais fêtarde, j'étais pleine de vie. Quand tu me dis justement ce côté félin, mais très sauvage, toi, quand tu étais jeune, tu te considérais plutôt introverti ou l'inverse? Tu étais plutôt comment quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, j'étais plutôt extravertie. J'avais besoin d'être, toujours en mouvement, de rencontrer les gens. Les week-ends, il fallait que je fasse des choses, il fallait que je sorte, que je voie des amis. Pour moi, en fait, un week-end sans sortir, c'était un week-end de gâché. Et ça, je me souviens que, quand si j'avais rien de prévu un samedi soir, ça m'angoissait, en fait. Donc je me souviens, en fait, j'ai encore des images de moi à l'époque où j'habitais à Melbourne, où j'envoyais des messages à plein de personnes: «Tu fais quoi ce soir?» Puis au final, je me terminais avec plein de gens qui me proposaient des trucs et j'étais obligée de dire non à des gens. Parce qu'en fait, j'avais tellement sollicité de gens, j'angoissais tellement de me dire: «Mais non, mais en fait, je vais pas rester seule chez moi un samedi soir». J'avais un peu le FOMO, je sais pas si tu vois ce que c'est? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, Comment fear tu... of missing out. Alors, en anglais, tu dis fear of missing out. D'accord. La peur, ouais, de louper des choses, que mes copains rentrent et disent: «Waouh, ce week-end, on a fait ça, c'était ouf, c'était génial» et que moi, je dis: «Mais attendez, j'étais pas là, j'ai pas vécu tout ça». J'avais besoin de vivre un peu des sensations fortes, et voilà, de sortir du Tu l'associes à l'alcool? Comment tu as découvert l'alcool, toi? alors inconsciemment, je l'associais pas forcément à l'alcool. J'avais pas conscience de ça, en fait. Pour moi, c'était logique qu'en fait, à mon âge, on fasse la fête. En fait, je veux dire, moi, j'ai grandi dans une famille où, mes parents étaient des fêtards, mais pas des voilà, ouais, des bons fêtards, surtout mon papa qui était un peu un adolescent et qui aimait bien faire la fête, rentrer à boire des coups avec les copains et cetera. Ça m'est déjà arrivé de voir mon papa bourré. Heu
Mais et puis mes parents, en fait, avaient cette mentalité de: «Tu fais des enfants, c'est pas pour que tu les mettes à garder». Donc en fait, on avait tendance, mes sœurs et moi, à toujours suivre nos parents en soirée ou on nous mettait à dormir à côté du speaker, par exemple, de l'an donc voilà, des choses comme ça. Donc voilà, je suis assez habituée et c'est vrai que, bah, oui, pour moi, en fait, c'était normal. En fait, c'était un peu le passage, obligé de voilà, d'être fêtard. C'est comme ça que je voyais un peu l'adolescence et qu'on me l'a toujours un peu présenté, qu'à l'adolescence, tu deviens rebelle, tu fais des choses, un peu plus interdites et cetera. Donc je m'étais pas en fait, consciemment, à cette époque-là, je me posais pas trop de questions sur ma consommation d'alcool. Au contraire, le fait que je tenais bien l'alcool pour ma petite taille et mon gabarit, je trouvais ça je me disais: «Bah, c'est bon, alors c'est que j'ai relevé le défi, quoi. C'est Ouais, que c'est que c'est bon, là, j'ai fait mon rite de passage, je fais partie du club des, je sais pas quoi». Mais voilà, il y avait vraiment ce truc de, j'avais cette fierté de me dire: «Bah, ouais, ouais, je tiens l'alcool, moi». Et c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, que je me rends compte que, en fait, plus tu tiens l'alcool, plus ça veut dire que ton corps est accoutumé, en fait, à l'alcool et c'est pas forcément le meilleur des signes. Donc et à l'époque, je pouvais boire, facilement, plusieurs bah, une bouteille de vin, une bouteille de vodka et je tenais encore debout. ah oui, Donc ouais. oui, ouais, je buvais beaucoup et je suis pas très grande. Oui, c'est vrai que le physique fait que, bah, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que, en fonction de ton gabarit, ça joue énormément. Mais tu prouves que aussi avec un petit gabarit, tu peux, boire, Ah plus oui, que oui, de oui, en raison. fait Toi, tu as vu ton père qui s'éclate, dans des barbecues ou qui est voilà et tu associes forcément, la fête un peu avec l'alcool. mmh, Donc c'est un peu un rite, de «devenir adulte» entre guillemets, mais qui s'éclate. oui, c'est ça et Il y a puis pas on vraiment de dit remise en aussi, question, ouais, ouais, ouais. non, 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 bah, ça m'est déjà arrivé, mais je pense que ça arrive dans tous les couples où, bah, j'ai déjà vu mes parents un petit peu se disputer parce que, par exemple, il y avait un truc de prévu le lendemain et puis en fin de compte, le papa s'est un peu laissé embarquer par les copains qui disaient: «Allez, c'est bon, ça va, tu peux ça ira demain» et cetera et qui déçoit la maman. Enfin bref, il a un peu Oui, ce schéma-là et je les ai déjà vus se disputer par rapport à ça, mais c'était pas non plus, c'est exceptionnel. Oui. ouais, c'était exceptionnel, ça arrivait de temps en temps, mais et puis je sais pas, c'était aussi le côté, bah, je pense que moi j'idéalisais mon père, hein, c'était le côté très adolescent de mon papa qui voilà, qui je pense, alors je sais pas, je suis pas psy, mais qui peut-être ne voulait pas s'avouer que oui, il s'était laissé embarquer par ses copains et qu'il avait pas géré sur ce coup-là, quoi. J'ai grandi aussi beaucoup dans un milieu alors, hem, que ce soit, c'est pas forcément ma famille proche, mais vraiment où, quand on passait nos 18 ans, c'est même les a en fait, c'était comme si c'est pour ça que je parle un peu de rite de passage où à l'époque où j'étais, donc dans les années, j'ai eu 18 ans dans les années 2000, et bien, il y avait ce truc de, on loue une salle, on fête les 18 ans et même les adultes sont là à encourager les jeunes à boire et que quand ils vomissaient, c'est bon: «Ah, tu as pris ta première cuite, c'est bon», voilà, il y avait ce truc-là et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça soit aussi courant qu'avant. Mais moi, je me souviens, voilà, de ça, de ma par exemple, de gens de ma famille qui restaient avec mes copains et qui sortaient la sambuca, qui faisaient flamber les shooters et cetera et qui rigolaient de voir des petits jeunes de 18 ans complètement bourrés, quoi. Et ça, aujourd'hui, avec du recul, je me dis: «Mais Oui, c'est c'est quand même lunaire. ouais, c'est genre, c'est fou quand même». C'est genre, et moi, j'aime beaucoup comparer aussi ce genre de comportement avec des comportements qu'on pourrait aujourd'hui considérer extrêmes. Parce que, par exemple, si on prend la cocaïne qui est complètement illégale en France, tu dis à une personne tu dis à une personne, «Ah bah, je vais me faire une petite ligne sur la table, juste comme ça pour digérer mon repas», après un repas de famille, on va te crier au scandale parce que, mon Dieu, mais tu te rends pas compte, la cocaïne, ça fait tellement de ravages, nin tu es un junkie et tout le tralala. Mais par contre, se dire: «Oh, je me fais des petits shooters» ou je donne des petits shooters à un gamin de 18 ans et cetera, ça pose aucun problème. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, mais ça devrait être autant lunaire que de se taper une ligne de coke, en fait, de donner, par exemple, une ligne de coke à 18 ans pour faire le rite de passage, en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui
diront, «Bah, non, en fait, c'est pas tu peux pas comparer ça et ça», mais moi, si, en fait. Je considère que tu peux comparer, la cocaïne et l'alcool parce que, même si ça fait pas les mêmes effets et les mêmes dégâts, au niveau du temps, bah, en fait, c'est tout aussi, une drogue, en fait. C'est juste, ça bousille autant intérieurement, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'on se rend compte que, l'alcool, c'est une drogue qui est légalisée et là, tu as ce rite de passage, un peu comme si on passait le flambeau. Mais le Ouais. flambeau, tu vois, qui est brûlé à l'alcool, quoi. C'est le flambeau, tu sais, qui Mmh. c'est Mmh. de l'alcool à brûler et c'est dédramatisé, c'est glorifié, tu vois? On en rigole donc Bah, c'est sûr que toi, à 18 ans, si tu as pas un cas de conscience après dans le futur, bah, comme c'était des schémas qui étaient actés, qui étaient dans la norme, toi, tu reproduis. C'est pour ça que moi, j'essaye au maximum à chaque fois de ne pas juger, les anciennes générations, parce que pour eux, c'était d'une normalité. bah, oui. Bon, c'était même pire que ça, c'est qu'on disait même que l'alcool était bon pour la santé, qu'un verre de vin, c'était bon pour la santé. Donc, c'est compliqué. Ce que moi, j'aime beaucoup avec, ce que je vois, et sur les réseaux et même, dans la vraie vie, c'est qu'on est en train d'évoluer. Commence à avoir des cas de conscience. On se rend compte que même les très jeunes, la génération Z qui se dit, «En fait, la santé, c'est cool, Oui. faut la protéger. Il y a pas mettre n'importe quoi dans son corps». Donc c'est bien qu'on puisse réussir à casser ces codes qui, il y a très, très peu de temps, tu sais, il y a très peu de temps, on donnait de l'alcool dans les écoles, tu vois? Oui, Donc oui, ça, je donc tu l'avais vois, il constaté. y a des trucs là maintenant, tu te dis: «Mais» et c'est que moi, je fais aussi, tu sais, le parallèle souvent avec la cigarette, c'est que, la cigarette, tu fumais dans l'avion, tu fumais dans le train, tu fumais dans la voiture avec les enfants à l'arrière. Donc tu vois, il y a des trucs de normalité de génération qui, Ouais, en très peu de temps et là, c'est ce que j'aime beaucoup, en très peu de temps, s'est rendu compte que, bah, non, en fait, il y a la science, c'est pas bon, il faut faire attention. ouais, Après, ouais, ceux qui veulent faire, on n'est pas là contre, hein, on n'est pas là. Et nous, on est justement, je trouve, pour ouvrir un petit peu les yeux sur une vie différente. C'est ce que tu fais et ce que j'adore avec ton compte, parce que tu montres que on peut s'éclater à mort, en fait, sans drogue, sans alcool, que la vraie ivresse, c'est d'être soi, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, et même si c'est pas tous les jours facile, hein, on devient pas des super humains, mais au moins bien. on est on est en adéquation avec ses valeurs et ça, c'est très kiffant. Toi, donc, ce rite de passage qui est en plus complètement glorifié, on en rigole même un petit peu, tu as tes 18 ans, qu'est-ce que tu fais après dans ta vie? Bah, après, je continue les soirées, les week-ends. Je pars aux études, hein, dans l'éducation spécialisée et dès que j'ai mon diplôme, en fait, j'étais en couple avec, un garçon depuis presque 6 ans et je sais pas, j'ai un espèce de, déclic et je sens que si je continue vers, alors c'est pas un déclic par rapport à l'alcool, mais juste un déclic par rapport à ma vie en disant: «Si je continue comme ça, je vais finir en fait, bah, voilà, 24 ans, mariée, 2 gosses, un chien» et j'ai rien contre ce modèle de familial, mais c'était pas du tout vers quoi j'aspirais. Pas à 24 ans, en fait, hein et du coup, j'ai décidé de partir, en Australie direct après ma formation. Donc j'ai quitté, ce copain de l'époque et je suis partie en Australie, et j'ai vécu 1 an, en fait, de liberté totale. Alors avec beaucoup, beaucoup d'alcool, hein, parce que c'était, la vie en ferme où je vivais sur la route, où je vivais dans des auberges de jeunesse, je travaillais en ferme. Donc après le boulot, après une dure journée de boulot, on buvait, des du goon, ce qu'on appelait en Australie du goon, c'est pas du vin, c'est quelque chose, un élixir un peu bizarre qui donnait vraiment très, très mal à la tête, hein, le Oui. lendemain. C'était un truc pas cher et puis, bah, voilà et puis j'ai continué et ça donc c'était en 2014 et puis, j'ai eu 1 an où je suis revenue en France et après en 2016 je suis repartie. Si je te coupe, excuse-moi, est-ce que tu peux, t'associer le fait que déjà tu étais en relation depuis très longtemps, donc tu étais dans un peu quelque chose de cadré, Mmh. tu coupes avec cet ex-compagnon, c'est un nouveau pays et mais en plus c'est un autre continent, tu vois? Donc c'est vraiment, là tu tournes une page de ta vie et comme si tu voulais vivre les choses à fond et je pense que tu arrives dans quelque chose où bah, tu le fais, c'est culotté. Moi, je trouve que c'est bravo, hein, parce que c'est 2 chocs un peu émotionnels parce qu'il il faut être culotté et
Et là, c'est vrai que de rencontrer, alors l'alcool, tu le connaissais, c'était pour Mmh. l'amusement. Là, après des grosses journées où, tu vois, il y a aussi ce truc qu'on peut Ouais, assimiler. J'ai beaucoup bossé, tu sais, moi, je l'avais avec la semaine. J'ai bossé toute ma semaine, je mérite le vendredi soir de me mettre une bonne caisse parce que, bah, faut que je décompresse et que j'oublie, oui, voilà, et je ouais. le mérite, un peu comme si tu avais fait tes devoirs et là, tu as le droit d'aller t'amuser, tu vois? Et là, pendant cette période-là, ouais, toi, tu trouves un peu cet équilibre comme ça. Tu bosses dur la journée et après, ça picole Ben, et tout le ouais. monde le fait, en fait. C'est aussi Oui, le on se colis. retrouve en fait entre backpackers voilà, on met de la musique, on fait des bières pong, on picole et puis c'est cool, il fait beau, il fait chaud, on est en Australie, on n'a qu'une vie, on est à la fleur de l'âge, on a que 24 ans, bon, quasiment il y en a d'autres qui étaient plus vieux, d'autres plus jeunes. Et puis on est loin de notre famille, c'est vraiment toute une atmosphère. Et en fait, là encore, je me posais pas du tout de questions. Et j'y reviendrai peut-être après, mais en fait, et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Je pense que c'était, voilà, il y a un camion qui passe. Je pense que c'était une période de ma vie que je suis très heureuse d'avoir vécu. J'ai vécu plein d'émotions et de sensations. Hem mais après voilà, c'est après au fur et à mesure, de rester en Australie où j'ai aussi appris à connaître des gens qui étaient plutôt dans le monde de la techno, de l'électro et je suis tombée amoureuse de la techno, l'électro et je suis beaucoup sortie, bah, du coup dans des boîtes et je voyais tous mes copains qui consommaient des drogues et moi j'en ai pas consommé pendant les 3 premiers mois et il y a eu vraiment ce truc de: «Mais en fait, il faut que je comprenne pourquoi ils en reprennent à chaque fois, en fait. Pourquoi, je les vois, se mettre dans des états pas possibles, parce que moi je comprenais pas. J'étais vraiment anti-drogue, en fait et l'alcool à cette époque, pour moi, c'était pas en fait, j'avais pas conscientisé que c'était une drogue, en fait. J'avais vraiment pas du tout de conscience, là-dessus et oui, il fallait vraiment que je comprenne pourquoi ils se mettaient la tête à l'envers tous les week-ends et en fait, un jour, bah, j'ai pris ma première caps de MDMA et en fait, là, j'ai compris et c'était, bah, en fait, toutes les personnes qui ont consommé de la MD, je pense, je fais une généralité, ont kiffé leur expérience. Je suis sûre qu'il y en a qui ne l'ont pas kiffé, mais qui ont kiffé leur expérience parce que c'est une expérience indescriptible et en fait, bah, je comprends maintenant le côté le 1er rush, ce qu'on appelle le rush où, tu prends ton premier rush et puis, bah, en fait, ton premier rush, il est tellement bon que, bah, tu reprends. Mais en fait, dans l'espoir inconscient de retrouver l'effet du premier rush, mais jamais tu retrouveras l'effet du premier rush. Parce que le Total. premier rush, c'est le premier rush. C'est, c'est voilà, c'est vraiment, bah, moi, je me souviens quand j'ai pris, cette première caps de MD, j'ai eu l'impression que j'étais dans une fusée, que je partais, que je montais dans la stratosphère et je me souviendrai exactement toujours de cette, expérience. J'ai mon copain qui m'avait accompagnée et j'ai commencé à paniquer parce que je sentais que ça faisait des choses dans mon corps, un peu bizarres et il m'a dit: «Écoute, tu as pris cette caps, tu peux plus rien faire là à part lâcher prise» et il m'avait pris par les hanches et il m'avait dit, il me chuchotait à l'oreille: «Allez, on lâche, on y va, on écoute la musique, on y va» et là, j'ai eu le rush et hem et j'ai eu la musique qui m'a transpercé le corps et c'est quelque chose vraiment d'indescriptible et même quand j'en reparle, je ressens toutes Tu toutes les les émotions sensations, ouais. réactives. Le truc où je me dis: «Bah, ouais, c'était ouf, c'était ouf» et bien sûr, au fur et à mesure après, bah, tu reprends ça en espérant, que tu as les mêmes effets. Tu as les effets qui sont similaires, mais ça sera jamais comme je disais, comme le premier rush et puis au fur et à mesure que tu en prends tous les week-ends avec, les mêmes personnes, que tu vas dans la même boîte de nuit pendant 8 mois et cetera, bah, tu te rends compte que, bah, déjà tu en prends plus une, tu en prends 2, des fois tu en prends 3 et puis moi le maximum c'était 3 parce que je sais qu'après, j'avais, les dents qui claquaient et cetera. J'avais vraiment les gros signes et hem et puis, en fait, à un moment donné, un jour, tu t'es en pleine boîte de nuit avec tes copains, tu as tout le monde qui s'éclate et en fait, tu as l'impression que c'est comme si que, tu es dans ton truc, tu as toutes les lumières allumées, c'est les paillettes et d'un coup, c'est, je sais pas, l'image de, tu sais, les plateaux de télé, Oui. tout est allumé et d'un coup, il y a quelqu'un Tu allumes? qui Oui. éteint non, qui éteint OK. l'interrupteur et ça fait bim et là, tout devient noir. Tu vois Je un peu comprends. le Je l'image? vois. Ouais, oui. Et ben d'un coup, tu es en boîte de nuit avec tes copains, tu t'amuses et cetera et tu as ce truc qui Ça te fait un éteint peu l'interrupteur. blackout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, blackout et Ouais. en fait, tu vois avec tes vrais yeux.
En fait, tu as un moment de conscience OK. et là, tu te dis: «Mais regarde-toi, ça fait 8 mois que tu prends la même drogue, que tu vas dans la même boîte de nuit avec les mêmes personnes, c'est exactement tous les week-ends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire de la merde avec ta vie, quoi». Mais ça, en fait, c'est les prises de conscience, mais ça ne veut pas dire que tu vas arrêter parce qu'en fait, c'est tellement plus fort que toi que puis tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu veux que je foute, en fait?» Genre, moi, à cette époque, j'étais dans un visa étudiant, j'étais dans une relation avec, en fait, c'est mon mari actuel, hein, mais on s'est connus très jeunes, donc on s'est connus dans nos travers, dans nos blessures et cetera et en fait, c'était très conflictuel, lui et moi, parce qu'on se renvoyait beaucoup de choses et du coup, la relation, je la catégorisais beaucoup de toxique à l'époque et je me disais: «Voilà, tu as 25 ans, tu voilà, tu fais les mêmes soirées tous les week-ends, ça va pas trop dans ton couple. Tu es en visa étudiant, tu peux pas partir en vacances parce que sinon tu as pas d'argent pour payer ton école», parce que je payais moi-même mon école. OK. Et j'ai tout payé de ma poche, en fait, j'ai pas eu mon papa était décédé, ma maman, elle avait pas les moyens de me payer, voilà, mon école, donc je payais tout de ma poche et en fait, bah, c'est un cercle vicieux parce que tu te dis: «Bah, si j'arrête, je perds tous mes copains, en fait, je» et puis ma vie, elle est intense, elle est bien ma vie, mais en fait, elle est tellement stressante parce qu'à tout moment, je peux repartir dans mon pays, parce que j'ai pas payé mon école, parce que, voilà. Je sais pas, je me sentais un peu, emprisonnée dans un choix que j'avais moi-même fait et donc du coup, c'est plus simple de continuer à consommer. Parce qu'en fait, c'est un peu un paradis artificiel. Tu consommes et puis tu oublies un peu tes problèmes, puis la semaine, tu vas travailler, tu te poses pas trop de questions, puis le week-end, tu recommences et cetera. Donc et puis C'est-à-dire ça que ton mari actuel, tu l'as rencontré la première année, en au en Australie? pas ma première année en D'accord, Australie, je l'ai rencontré en 2016. d'accord. Parce que là 2015. là là, tu nous parles de ta première année, hein. Quand tu dis que tu es resté 3 mois et que c'est au bout de 3 mois que tu as découvert, justement Non. l'AMD. Non, c'est la deuxième année. Ah non, en fait, oui, je suis partie en 2014, je suis rentrée en 2015 et je suis D'accord, repartie en 2016, hein. OK. Ouais, Voilà tu et j es revenu 1 an en France. Pourquoi ouais, tu es c'est ça. revenu? Parce que mon premier visa se terminait. Ah, c'est le visa. OK, d'accord. Voilà, c'est OK. toujours des questions de visa. Ouais, Donc donc tu es resté 1 an pour avoir un nouveau visa et tu es reparti au bout d'1 an alors en Australie? ouais, c'est ça, je suis partie OK, avec un visa touriste et après j'ai fait une demande de visa étudiant d'accord. pour rester 2 ans et de 2016 à 2021, je suis restée en Australie. OK, et donc c'est à ce moment-là que, oui, tu es au bout de 3 mois. Ouais. En fait, c'est aussi moi, quand tu me le racontes, je me dis: «Tu crées un peu aussi ta nouvelle famille, c'est tes amis, Mmh. c'est» tu vois? Tu es Ouais, quand même c'est ça. dans un cadre rassurant. Après, bon, tu vois tes potes qui prennent ces trucs et tu dis: «Bah, ils tripent, c'est con. Moi, j'aurais peut-être envie d'essayer aussi». Mmh. Bon, tu pas vu de moments aussi qui peut-être de dérive? Tu les voyais pas en Non, descendre, ouais, tu les voyais pas, tu sais, c'est un peu comme les films souvent, tu sais, ils boivent, ils se bourrent la gueule et on les voit pas forcément, on les voit joviales, mais on les voit pas après avec la gueule de bois où c'est ouais, l'enfer, où tu as c'est envie de ça, ouais. vomir. Tu vois toujours le côté, hyper positif et hyper cool Ouais, du produit. Et alors ton mari, tu le rencontres, pendant cette période-là? Après pendant ces ouais, au bout de 8 mois, tu as une enfin, tu comme une prise de conscience qui fait que peut-être ton inconscient te dit: «Voilà, Amandine, là, bon, ça fait 8 mois qu'on fait le même truc. Est-ce qu'on évolue, on n'évolue pas? Est-ce que ça m'en» et puis c'est fort cette image que tu me donnes où, comme si tu avais le voile se retire et tu es en pleine soirée, tu vois les gens et tu as un cas de conscience, quoi. Tu te dis, mmh, ça va pas te faire arrêter, mais au moins déjà, je pense que ton cerveau, il y a des petits trucs qui arrivent et qui ouvrent des portes et tu dis: «Putain», une petite remise en question en disant: «Mais attends, là, je suis c'est le ouais, manège», dans un tu vois? loop, Ouais, c'est ouais. ça, c'est le loop qui tourne et tu dis: «Mais est-ce que c'est vraiment» tu sais, je peux comprendre aussi ce que tu dis parce que, tu es dans un pays étranger, tu me dis par rapport à tes soirées, à ton travail, ça se trouve, ce sera peut-être la dernière soirée. Donc à chaque fois que tu fais une soirée, tu dis: «C'est peut-être la dernière parce qu'après, je vais retourner Mmh, au pays». Donc c'est tout mmh. tu vis tout très fort Ouais, et c'est quand tu ça. veux vivre très fort, bah, tu vas chercher des émotions fortes et on peut faire les liens justement avec l'alcool, la drogue Ouais, et et toi, donc tu as cette prise de conscience, mais qui va pas en fait, c'est un peu comme une allumette, quoi. Il y a un petit phare dans la pénombre qui va un petit peu te choquer et après tu reprends quand même,
Ta Ah vie bah oui, je normale? continue. OK. Oui, oui, je continue. Je me dis: «Oui, bon, bah, voilà, c'est les effets de la MD». Parce qu'en fait, plus au fur et à mesure, plus je faisais la fête et plus les descentes étaient très dures. En fait, les premiers ça allait, ça allait bien et puis, je pouvais me réveiller le lendemain matin comme si que j'avais jamais rien pris et puis aller me passer une journée entière à la plage et cetera. Puis au fur et à mesure, c'était plutôt, j'ai du mal à sortir de mon lit, je tremble, j'ai envie de vomir, j'avale quasiment rien, je fais tout le catalogue Netflix, du dimanche, z 8 heures du matin au dimanche, 22 heures. Voilà, c'était vraiment, ouais, à la fin mais à la fin, en fait, ça devenait comme ça parce qu'il y avait je commençais à mélanger d'autres produits, en fait, pas que C'est ça que j'allais forcément te poser MD. comme question justement. Tu vois, tu pourrais faire une soirée que sous MD ou est-ce qu'il faut boire de l'alcool pour avoir Ah les non, je prends que effets? de l'alcool. Ah non, D'accord. bien sûr prendre de l'AMD et c'est même Ouais, très conseillé de prendre de l'AMD sans conseiller et bah, en fait, à l'époque, on nous disait: «Si tu prends de l'AMD, consomme pas d'alcool, bois beaucoup d'accord. d'eau» parce qu'en Est-ce fait, est-ce que c'est la ça dé l'AMD est pas un peu vicieuse aussi? Il va pas te faire amener à boire de l'alcool? non, je pense que moi, au Non? contraire, je pense que c'est plutôt l'alcool qui déclenche, tout parce que, Ah oui, d'accord, je comprends. oui, parce qu'en fait, moi, je savais que je pouvais très bien de me dire, «Ah, ce week-end», par exemple, vers la fin, quand j'ai commencé à vraiment me dire, «Là, tu es vraiment dans un cercle vicieux, il va falloir t'en sortir parce que sinon tu risques de sombrer». Eh bien, je me disais: «Ouais, ce week-end, je sors pas» et cetera. Il suffisait que j'ai un copain, un de mes meilleurs potes qui arrivait avec, son enceinte Bluetooth, qui nous mettait un petit peu de techno. Il y avait des bières, des cidres ou du vin et cetera et que moi, même si j'avais vraiment l'envie de ne pas sortir, je m'asseyais à la table et je commençais à parler avec eux. Je buvais quelques verres et à la fin, c'était: «Ah, tu sais quoi? Vas-y, fais-la ta ligne de coke et tout». Puis on prenait de la coke et puis après, c'était: «Ouais, on fait quoi? Ben, on va au casino, on ressort en boîte» et cetera et puis bah, c'était la débandade, quoi et mais par contre, si tu en semaine, si tu me mettais une ligne de coke de sous le nez en pleine semaine alors que j'étais complètement sobre, j'allais me dire: «Mais tu fais quoi en fait? J'en veux pas de ta ligne de coke». J'avais pas en fait, j'avais pas une dépendance au point où une ligne de coke, par exemple, en pleine journée, ça allait me faire, tu vois, j'allais me sentir un peu crispée ou à me dire, «Ouais, faut pas que tu la touches». Non, j'étais pas à ce point-là et je sais qu'il y a des gens qui en sont à ce point-là, mais moi, j'étais pas à ce point-là. C'était plutôt, vraiment juste vraiment l'ensemble, en fait. Qu'est-ce que ça crée en moi, le fait d'être avec mes amis, l'alcool, la drogue et cetera, parce que je savais que j'allais vivre des sensations fortes avec eux, que ça soit positif ou négatif, hein, parce qu'il y a eu des soirées où c'était, des gros conflits et cetera et oui, voilà, donc moi, en fait, mon addiction, c'était vraiment lié à partir du moment où tu me proposais un petit combo, bah, c'était genre impossible pour moi de dire non. C'était, Tu pourrais dire que l'alcool te fait perdre la raison au final. Parce que c'est ça, en fait. raisonnablement, tu t'aurais pas suivi, tu étais pas là pour suivre. Je comprends Non, parce que on se ressemble beaucoup. Moi, l'alcool voulait que j'aille faire la fête. Fallait que j'aille draguer, fallait que j'aille en boîte. L'alcool m'appelait ça. Donc, je comprends quand tu dis ça. Maintenant, c'est hyper juste. Tu dis, mais moi, j'étais juste là avec les copains, ils étaient là de passage. Bon, il y avait la sono, il y avait le truc, le machin. Je prends deux, trois bières et en fait, je me chauffe. Et en fait, j'étais pas du tout pour aller en soirée. mmh, Et tu vois, l'alcool te fait partir dans un truc qui est pas forcément raisonnable et qui va enchaîner. En fait, c'est l'effet boule de neige parce que si mmh. tu sors, bah, après, tu vas peut-être consommer, tu vas rester plus tard et que il y a un En autre fait, truc. ouais. Ouais, dis-moi. Je dis, en fait, l'alcool, c'est comme, le mauvais copain qui va juste te faire sauter toutes les barrières que tu as mis avec toi-même, tu vois? C'est ça et je pense que et genre, je pourrais pas parler pour ceux ou celles qui consomment, des drogues, bon, quand je dis les drogues, j'exclus l'alcool parce que je Oui. parle des drogues illicites. Mais qui consomment des drogues sans avoir besoin de consommer de l'alcool, ça, moi, en fait, j'ai pas été, sujette à ça, donc je peux pas imaginer ce que c'est. Mais moi, en fait, c'est comme dans mes moments de lucidité, je me disais: «Allez Amandine, tu sais quoi? Tu vas au yoga là», parce qu'il y a eu une période, 1 an avant, que vraiment j'arrête, tout ça. J'ai senti, je sentais en fait intérieurement, une petite voix qui était clairement juste la mienne, hein, mon inconscient qui me parlait, qui me disait, «C'est tellement pas ton monde en fait, genre sors de là, t'es en train de te perdre»
Mais et moi, je sentais qu'intérieurement, j'y répondais en disant: «Mais j'en ai envie, mais je ne sais pas comment faire». Je me sens tellement engluée, dans comme dans des sables mouvants, en fait, j'essayais de me dépatouiller, mais ça voulait dire tellement de choses pour moi. Ça voulait dire, bah, du coup, quitter mon copain, qui est mon mari maintenant, quitter mon copain, quitter mes meilleurs amis, quitter, leur dire: «Vous venez plus à la maison», leur dire: «Je ne sors plus». Et c'était trop parce qu'en plus de ça, bah, comme tu disais et c'est vrai que j'avais oublié de le ça, mais c'était ma famille, en fait. Moi, j'étais à l'autre bout du monde, j'avais pas ma famille. Eux, Bien c'était sûr. ma famille. Mmh mh. Donc je me disais: «En fait, si je les renie, je renie ma famille, je me retrouve toute seule, en fait». Alors que ça faisait 5 ans qu'on était, tous les week-ends ensemble et que c'était pas juste des copains de boîte, c'était aussi des personnes où si j'appelle en disant, «J'ai un problème» ou genre: «J'ai crevé au bord de la route» ou «Je me suis fait agresser», ils débarquaient en 2 secondes. Donc il y avait vraiment aussi ce lien d'attachement et tu vois, aujourd'hui, je suis toujours en contact avec, bah, je suis mariée avec, mon mari et puis, bah, mon meilleur ami qui, lui, est resté en Australie parce qu'il est maintenant résident et bah, c'est beau parce qu'on a tous les 3 évolué et il y a mon meilleur ami continue un petit peu à faire, des soirées, mais à un degré, mais tellement minime par rapport à ce qu'on a fait et il y avait vraiment ça, ce truc de, c'était, intérieurement, je savais, en fait, que j'étais en train de me perdre, mais dans la réalité, c'est hyper dur et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, bah, du coup, via les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et en fait, moi, j'essaye de donner mon soutien au maximum, mais c'est indescriptible le sentiment qu'on vit. De se dire c'est comme si qu'en fait, on va vivre une mort, en fait, on va mourir. C'est une petite mort, en fait. Parce que faut tout raser sur son passage et tout reconstruire, mais pour tout reconstruire, il faut quand même une force intérieure, il faut quand même être soutenu, il faut avoir des outils et cetera et aujourd'hui, bah, c'est vrai que tout seul, quand tu as pas trop d'outils, quand tu sais pas trop quoi faire et puis ça dépend aussi bien sûr de l'environnement social. Je veux dire, moi j'avais des personnes, ma famille à l'étranger, en France, me soutenait énormément. Mais il suffit que tu aies une famille qui te soutienne pas, qui te rabaisse plus bas que terre et cetera, bah, c'est hyper dur, de s'en sortir en fait. Tu vois, tu parles de petite mort, cette petite mort qui fait que, on a vécu cette aventure et j'ai l'impression que l'arrêt de l'alcool, c'est facile pour moi de le dire et je le dis. Il faut créer une nouvelle aventure. En Mais fait, c'est ça. il faut la faire pour soi. En fait, le plus important, c'est d'être dans ses valeurs, d'être bien, de se sentir bien et si tu évolues, si tu as envie de te faire du bien, je pense que les gens qui sont autour de toi, même s'ils restent dans la consommation, même s'ils continuent à avoir leur train de vie, je pense qu'ils peuvent respecter ça. C'est pour, tu vois, donner, l'opportunité aux gens qui se disent: «Putain, si j'arrête les drogues, si j'arrête l'alcool, comment va être ma vie?» puisqu'elle tourne tout tourne autour de ça Mmh. et en fait, il faut se dire que on a vécu des aventures. Toi, tu le dis bien, hein, ça t'a fait des sensations, voilà, il y a plein de choses que tu as vécues, on renie rien, moi non plus. Toutes mes aventures que ça a créées, plein de choses. Je trouve que le passé est important parce il fait ce qu'on est maintenant. Donc on peut pas le renier, il faut faire avec, il faut le comprendre et c'est ce que tu fais très bien et j'adore, et c'est ce que j'essaye de faire aussi et je me rends compte, tu vois, que, c'est une nouvelle aventure. On a eu une aventure et la sobriété, que ça soit pour la drogue ou pour l'alcool, c'est une nouvelle aventure. Tu vas retrouver des sensations différentes. C'est pour ça que moi je dis souvent, il faut pas faire trop de comparatifs. En fait, c'est Mmh. c'est c'est 2 aventures différentes. Sauf que la deuxième aventure, tu vas te faire du bien, tu vas, être en pleine conscience, tu vas te faire des vrais souvenirs. Moi, j'ai des trucs, où j'ai l'impression d'avoir vécu des trucs extraordinaires, mais j'ai des brives. Donc c'est un peu dommage, j'ai l'impression d'être passé un petit peu à côté de choses que j'aurais pu vivre. J'avais cette béquille aussi parce que j'avais l'impression que l'alcool me rendait fort, me rendait courageux, que j'avais l'humour, que j'étais quelqu'un de boosté, que j'étais une meilleure personne. Je dis pas que quand on arrête l'alcool, il faut avoir trouver un vaccin contre une maladie rare ou on s'en fout, mais rien que de se dire c'est une nouvelle aventure. Tu vas kiffer Et différemment et pas trop faire de comparatifs. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. bah, moi, ce que j'ai ressenti, moi, ça a quand même été ultra intense. Alors, c'est vrai que j'en parle pas trop sur, les réseaux parce que, moi, je me concentre beaucoup plus sur mon chemin de sobriété, mais j'ai eu à gérer, donc ce qu'on vit beaucoup quand on décide d'arrêter les drogues, mais aussi, une intrusion que j'avais vécue. Bah, du coup, on en avait parlé avant,
tout à fait. Où en fait, moi, ce qui a fait que j'ai arrêté les drogues, directement, très rapidement, c'est que, un soir, en fait, on a mis, alors je ne saurais jamais exactement ce qu'on a mis dans mon verre, mais on a mis quelque chose dans mon verre et j'étais Aïe, juste plus moi-même et en fait, bah, j'ai été, violée et heu et en fait, de ça a été genre clairement le ciel qui m'est tombé sur la tête, hein, et ça a été le tsunami, quoi. Ma ville, là, c'est ma ville intérieure était complètement c'était, Tchernobyl et et en fait, là, pour le coup, ce qui est assez fou, c'est que ce courage que je n'arrivais pas à trouver à quitter bah, du coup, mon mari, mes amis, Melbourne et cetera, je l'ai trouvé parce qu'en fait, heu, j'ai senti qu'il fallait que je rentre chez moi, en fait et à l'époque, même si aujourd'hui, mon cœur sera toujours en Australie et que je considérerai toujours l'Australie comme ma maison, j'ai toujours eu la maison familiale comme, un peu le poumon de ma vie, en fait. Les moments où je vivais des choses très dures, je rentrais chez ma mère et en fait, c'était comme si que c'était, en fait, le petit centre bouddhiste, en plein cœur, de la France où je pouvais, tout relâcher, me retrouver et ma mère, en fait et c'est ça où je dis que l'environnement aide beaucoup, c'est que ma mère, elle m'a toujours accueillie à bras ouverts. Ça a jamais été une maman qui m'a dit: «Eh oh, tu as 30 ans, tu devrais être, mariée, avoir des gosses, une situation stable, moi c'est bon, je t'accueille plus à la maison». Non, en fait, ma mère, elle a toujours, la maison, elle est toujours grande ouverte, j'ai juste à l'appeler 2 jours avant en disant: trop «Maman, je cool. rentre». Voilà, donc et donc du coup, je suis rentrée. Ma mère ne connaissait pas, ma double vie, elle savait pas tout ce qui se passait dans ma vie. Par contre, elle était au courant de ce qui m'était arrivé avec le viol et du coup, je suis rentrée et je lui ai dit: «Bah, voilà maman, en fait, j'ai ça, ça, ça comme problématique, je te rassure, ça va, j'ai pas besoin d'aller dans un centre de détox, mais voilà, là, je suis rentrée parce qu'en fait, j'ai besoin de tout couper». Et du coup, j'ai tout coupé. J'avais pas arrêté l'alcool, j'ai arrêté vraiment les drogues pendant 6 mois où j'ai un peu fait l'ermite, chez ma mère et puis, j'ai senti que, il était temps pour moi de repartir en Australie, mais je suis pas repartie à Melbourne, je suis partie à Sydney. OK. Et en fait, à Sydney, bon, bah, vraiment, j'avais vraiment arrêté les drogues. Je me souviens, par contre, ce qui était assez hallucinant, c'est que quand je suis revenue en Australie, j'ai fait quelques jours à Melbourne pour aller faire le premier de l'an avec des copains et le premier jour où j'arrive, j'ai un copain qui me montre, il me dit: «Regarde, j'ai de la nouvelle MD» et je me dis: Oh là 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 «Waouh, là. l'épreuve de la vie, en fait, que Ouais, la vie est en train de me mettre, tu vois, sur mon chemin». Et je lui dis: «Non, mais en fait, moi, j'ai arrêté». Il me dit: «Oh, ça va». Je dis: «Non, non, vraiment, j'ai arrêté, en fait, je touche plus à ça». Mais tu vois, j'ai eu des petites épreuves comme ça, où je me suis dit: «Waouh, mais attends, tu arrives, je venais genre juste d'arriver, hein, en Australie, on m'a conduit chez mes copains où je devais aller dormir et il me montre la première chose qu'il me montre, c'est, «Regarde, j'ai de la nouvelle MD». Et je me dis parce que du coup, c'était un copain avec qui j'ai fait beaucoup la fête et qui n'était pas forcément au courant de moi, tout le cheminement introspectif que oui, j'avais eu. Qui en fait, les gens quand ils me voyaient, ils voyaient toujours la Amandine, c'est heu, l'ancienne Amandine, ouais. ouais, Ouais, ouais. voilà, hyper sexy, hyper fêtarde, hyper, sûre d'elle et cetera et qui, je pense aussi bon et ça je leur en veux pas, je pense qu'il y a des gens qui minimisent Oui, l'impact qu'un viol peut avoir sur une personne, en fait. Tu vois? On se dit, je pense que tu ne peux pas, comment expliquer? En fait, tout pendant que tu l'as pas vécu, tu peux pas, en fait, t'imaginer à quelle profondeur ça va impacter une personne et moi, vraiment, la drogue, en fait, ça a été, c'est ce qui m'a mise en danger, en fait. Donc c'était hors de question dans ma tête que je retouche à de la drogue. Donc je lui en veux pas à ce copain. Mais je me suis juste dit: «Ah ouais, bah, là, en plus, moi, j'étais très dans les signes de la vie». Je me suis dit: «Ah bah, épreuve. là, non, Ouais, la ouais, vie, ouais. elle est une Ouais, épreuve ouais. de malade sous ton nez et en fait, on est en train de te tester». Bon, maintenant, je pense plus forcément que c'est la vie, mais je dirais que c'est des tests, en fait, qu'on peut vivre et en fait, à Sydney, bah, j'ai continué par contre l'alcool où là, je faisais, des grosses soirées alcoolisées, mais c'est vrai que je faisais des blackouts, en Bah, fait. À un certain moment, mon cerveau, il switched off et en fait, il oubliait des choses et ce qui m'a fait arrêter l'alcool, c'est vraiment 1 an après, en fait, mon arrêt de drogue, une soirée où en fait, j'étais tellement alcoolisée que, en me couchant je me couche dans la voiture du copain avec qui j'étais partie et ce copain, en fait, on s'était échangé, des baisers pendant, la soirée et en fait, ce copain, il arrive dans la voiture, il commence à me déshabiller et cetera et j'ai un ouh moment de lucidité et je lui dis: «Non, non, non, c'est pas possible» et après il s'est comporté comme un gros goujat mais
Aïe. Du coup, le lendemain, j'ai fait une descente, mais pas possible, en me disant: «Mais regarde-toi, en fait, tu as failli vivre la même chose et là, pour le coup, j'étais pas pour le viol, j'étais pas, je veux dire, responsable puisqu'on a mis Ah non. à mon insu, quelque chose dans mon verre et parce que j'étais pas alcoolisée, très peu alcoolisée ce soir-là». Mais je dis: «Là, pour l'alcool, attends, là, c'est ton choix. C'est toi qui as fait le choix de t'alcooliser, tu te mets en danger, c'est pas possible». Et en fait, bah, j'ai un ami qui aussi m'a dit: «Non mais attends, ton comportement là, ça va pas, il faut que tu fasses quelque chose» et c'est là en fait où j'ai pris, j'ai tapé sur Google, psychologue Sydney et je suis tombée sur une dame. Je lui ai envoyé un mail un peu en panique et elle m'a répondu le jour même en me disant: «Bah, demain tu viens dans mon office et puis on voit ensemble» et c'est de là en fait que ça a commencé, du coup. Bon. On sait que c'est très dur parce qu'on vit quelque chose qu'on veut pas tout chambouler dans notre vie. On sait que ça va nous faire du bien, mais il faut qu'on soit, faut qu'on vive une expérience, tu vois, où on est, vraiment au pied du mur et on se dise: «Mais là, putain, mais en fait, c'est toi le plus important». Comment on pourrait dire aux gens, attendez pas de vivre quelque chose de l'enfer, pour vous faire du bien, tu vois? J'ai pas de réponse, hein, et tu as peut-être pas non plus, mais ou est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut aller au bout de son processus? Bah, je pense que alors je suis pas psychologue, mais je pense qu'en psychologie, il y a ce truc quand même que l'être humain a besoin de se prendre des fois des murs pour, être au pied du mur pour en fait, à mettre des changements dans leur vie. On voit bien, je prends des exemples pas bidons, mais je veux dire, qui ont rien à voir avec l'alcool, moi, je vois par exemple des influenceurs ou même des gens qui se sont mis à faire de la création de contenu qui, par exemple, se sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils avaient une maladie et cetera, à cause du surmenage ou je sais plus quoi et qui, en fait, se sont dit: «Mais attends, j'ai qu'une vie, vas-y, il faut que je mette en place, en fait, les changements que j'ai toujours eu envie de vivre la vie de mes rêves» et cetera. Il y a ce truc-là, je pense. Après, je pense aussi que, bah, il y a des gens qui ont la capacité se de pas tomber en fait, il y a des gens qui ont la capacité, je pense, de pas avoir besoin d'aller dans les extrêmes pour amorcer des changements dans leur vie. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va beaucoup voir les extrêmes, que ce soit, bah, l'extrême des drogues. Après, j'ai été dans un moment de ma vie dans l'extrême de la spiritualité. Hem, j'ai toujours été flirtée avec les extrêmes et je pense que c'est, en fait, une question de personnalité. Aussi, il y a aussi, je pense, à une question de chemin de vie. Je pense aussi que moi, par exemple, par rapport à la vie que j'ai eue dans le passé, j'ai pas eu une vie, malheureuse, mais j'ai eu quand même, pas mal de traumas d'enfance et de situations dans mon enfance qui m'ont pas donné beaucoup, qui m'ont pas donné la chance et la possibilité de m'aimer entièrement et d'avoir confiance en moi, d'avoir une bonne estime de moi à 30 ans. J'ai dû aller voir une thérapeute pour travailler là-dessus et moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à autant être présente sur les réseaux et à être vue sur les réseaux, c'est grâce à la thérapie parce qu'on est venu Bravo. travailler sur Mmh. des traumas de l'enfance où on me disait de me taire, où on me disait que j'étais pas assez et cetera. Des situations où en fait, j'avais beau dire ce que je pensais, on me disait que ma parole n'avait aucune valeur et que j'étais une merde de plus sur la planète parce que ça, je l'ai eu. Donc en fait, c'est des petits trucs comme ça et et puis, bah, le harcèlement scolaire que j'ai eu et cetera. Tout ça, en fait, c'est des choses qui ont fait que je me suis profondément détestée, en fait et je pense aussi qu'il y a des fois dans des alors et c'est je veux pas faire une généralité, mais pour mon cas, je pense que mes comportements addictifs ont été aussi ce côté puisque je ne vaux rien, Oui. bah, je vais me détruire, en fait. Parce Mmh mh. qu'on m'a répété toute mon enfance que je ne valais rien, que Mmh. j'étais une merde de plus sur la planète, que je devrais avoir honte, de moi, que je suis qu'une salope, que machin, que bidule et je me dis: «Bah, oui, bah, en fait, pourquoi je vais m'aimer? Pourquoi je vais faire des choses qui me font du bien? Puisqu'en fait, tout mon extérieur me prouve que je suis qu'une merde, en fait» et je pense qu'on est beaucoup à, en fait, ne pas s'autoriser l'amour de soi parce que l'extérieur nous a fait croire le contraire et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je prône aussi beaucoup la thérapie parce que en fait, les comportements addictifs sont souvent et encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que je suis pas formée en psychologie, mais je pense que sont souvent, liés à des traumas, en fait, ou des choses qui se sont passées dans notre enfance qui, en fait, je pense que
l'humain, notre cerveau, en fait, par nos comportements, on prouve juste une croyance ou une idée qu'on a de nous-mêmes. Mmh. Et si en fait tu penses que t'es qu'une merde, bah tu vas pas aller te faire du yoga tous les samedis matins pour aller mieux et pour te sentir bien. Tu vas pas aller construire une entreprise pour aider les autres ou je sais pas, quelque chose comme ça. Tu aurais plutôt tendance à te dire, eh, tu sais quoi, je vais sortir avec mes copains, je vais faire la fête, et puis de toute façon. Et puis en fait, à chaque descente, tu vas en fait venir confirmer ce discours. Parce que moi, Oui. par exemple, chaque descente, j'avais cette voix, mais ultra malveillante qui me disait: «Mais regarde-toi», mais avec une voix mais tellement grave qui me disait: «Mais regarde-toi, tu es qu'une merde, de toute façon les autres ils ont raison, tu vas tellement décevoir tes parents, ils auraient jamais dû te mettre au monde», des choses mais tellement horribles. Et ce qui a été assez fou, ça déjà quand j'ai arrêté les drogues, cette voix, elle s'est mise à chuchoter, donc je l'entendais un peu en arrière-plan, et du jour où j'ai arrêté l'alcool, je l'ai plus jamais entendue. En fait, des fois, je l'entendais un petit peu susurrer et je lui disais: «Eh non, tais-toi». Et aujourd'hui, c'est vrai que j'y pense plus souvent à ça, mais aujourd'hui, mais cette voix, je l'ai plus, en fait. Et depuis que j'ai fait la thérapie, bah, cette voix, elle existe encore quasiment plus parce que c'est un petit truc que j'ai remarqué, parce que j'ai été suivie pendant 1 an pour travailler sur tous mes traumas. D'accord. On n'a pas fait les traumas, hein. Ah, mais on en a fait des groupes, des très importants en lien avec des agressions sexuelles que j'avais vécues dans le passé, mais que j'avais refoulées, mon agression sexuelle que j'ai eue et puis, d'autres choses de l'enfance. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que autant j'étais une personne avant qui avait peur, par exemple, de se lancer sur les réseaux, de, créer, par exemple, la newsletter. J'allais dire: «Mais qui c'est qui va acheter ton truc?» ou «Qui c'est qui c'est juste tout simplement qui va lire, qui va te donner du crédit pour ce que tu fais?» Et bah, aujourd'hui, je me dis: «Bah, non, je tente en fait». Il y a vraiment je suis dénuée de cette peur et de cette voix qui vient me contredire à chaque chose que j'ai envie de faire. Et ça, c'est un gros truc que la sobriété m'a apporté. C'est au fur et à mesure du temps, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de compassion, de discours, très maternant avec moi-même. En fait, je suis devenue un peu le parent que je n'ai pas eu parce que, bah, voilà, l'ancienne génération de parents avec l'éducation très stricte et cetera. Et en fait, ouais, je pense aussi que la sobriété nous permet de devenir le parent qu'on aurait aimé avoir, en fait. Heu, Complètement. Moi, je le donc ressens. Oui, oui. il y a tout Mmh. ça et je suis partie un peu dans un délire, C'est mais je trop sais bien. Tu sais que je te valide à 100 tout ce que tu dis. Et puis tu sais, ce syndrome hem, zut, je vais pas l'avoir, de l'imposteur? de l'imposteur, tu vois? En fait, on est hyper liés là-dessus et je pense qu'on est très nombreux. C'est que, on pensait pas avoir de valeur, donc on se fait pas du bien, même on fait l'inverse, on se fait du mal pour justement te prouver à soi-même qu'en fait on n'a pas de valeur. Et puis, le jour où tu décides de te faire du bien et de te dire: «Ah mais merde, en fait, je mérite mieux», c'est pas forcément évident parce que tu passes d'une aventure à une autre et tu te dis: «Est-ce que je vaux vraiment?» Et puis plus tu avances, plus tu te dis: «Mais en fait si», et c'est très juste ce que tu dis, c'est on teste, on fait des projets, on voit et on avance. Et je suis d'accord, tellement avec toi que cette sobriété, t'éclaircit les idées. Tu vois, tu parles de cette petite voix un peu interne, un peu de l'inconscient. Et plus tu te fais du bien, c'est aussi il y a la méthode Coué, c'est que je vais bien, tout va bien, mais c'est vrai, c'est que en fait, si je mérite, et c'est des choses extérieures qui viennent te le confirmer. Et ça fait un bien de dingue. Et le conseil qu'on peut donner, alors si je te suis et je suis complètement d'accord avec toi, c'est de peut-être aussi aller verrouiller ou travailler des traumatismes qui soient Ouais, de l'enfance ou voilà, en fait de se faire du bien en amont, de pas aller peut-être attaquer l'alcool directement, mais déjà d'aller savoir, de comprendre pourquoi la consommation, mmh. d'essayer de comprendre pourquoi on agit comme ça en fait, nos comportements du présent. Parce que je suis complètement d'accord avec toi, je pense que c'est lié forcément à des traumas, alors que ce soit de la jeunesse ou non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens Ouais. pour qu'ils évitent de toucher le fond? Bah, c'est, de toucher le fond pour arrêter, de boire ou les drogues, c'est d'abord de se questionner: «Bah, pourquoi je bois?» et ne pas, en fait, trouver les excuses bidons. «Bah, je bois parce que, j'aime ça ou parce que je sociabilise» et cetera. Parce qu'en fait, on peut sociabiliser sans alcool. C'est pour soi: «Est-ce que j'ai besoin de l'alcool?»
pour, admettons, passer une bonne soirée avec mes amis, pourquoi j'ai besoin de l'alcool pour décompresser et cetera. Parce que finalement, des fois, ça cache, tu vois, il y a ça peut cacher des gros traumas, comme ça peut cacher juste, en fait, des mécontentements dans nos vies, que ce soit un couple qui bat de l'aile, un travail qui nous draine et qui nous plaît pas, des enfants qui sont difficiles, par exemple, des comportements difficiles et cetera. Ou tout simplement, en fait, un mal-être profond parce que ça nous arrive tous et toutes de dire: «Bah, j'ai fait des choix de vie et finalement aujourd'hui, bah, je les regrette» et c'est pas grave, en fait, de regretter des choses. En fait, ce qui est important, c'est, hem, qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais de ce truc? Bah, je regrette, admettons, je sais pas, de m'être sédentarisée, mais en fait, il y a pas c'est pas à vie, en fait, la sédentarité, par exemple, je veux dire, le fait, d'avoir fait un crédit maison, d'être, en couple, marié et d'avoir un emploi, ça nous plaît pas et on aurait au contraire le rêve, ça serait de voyager. Mais en fait, ça suffit peut-être d'une discussion avec son mari pour dire: «Écoute, j'ai envie de voyager», on se dit: «Allez, que pendant 1 an ou 2 on met de l'argent de côté et dans 2 ans on part», quoi. Des choses comme ça et heu et des fois aussi il y a aussi beaucoup de peur, la peur de la réaction de l'autre qui nous bloque dans des comportements, en fait et des fois, c'est aussi juste une question de communication, hein, d'exprimer de manière bienveillante et non violente nos besoins, nos ressentis. Mais avant tout, il faut les identifier et je pense que c'est ça le plus dur. C'est d'identifier, nos réels besoins, nos réelles envies et puis surtout de pas se mentir à soi-même et pas de se dire: «Ah ça va, je bois que 4 bières par semaine». Mais oui, en soi, 4 bières par semaine, c'est pas non plus la mort, mais c'est si je te les enlève ces 4 bières par semaine, tu réagis comment? Et ce qui est assez fou, tu vois, depuis que je parle sur les réseaux, j'ai mon mari qui ne me suit pas sur les réseaux, mais tu vois, je lui parle, je lui dis: «Ah bah tiens, je vais bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Tiens, il y a telle personne qui m'a parlé de ça, c'est intéressant». Et tu vois, on a des fois des discussions, des débats un peu houleux et tu vois, l'autre fois, il m'a dit: «Bah, tu sais, l'autre fois que l'on était invités au barbecue, je me suis dit: "Bah, tu sais quoi? Je bois pas à ce barbecue. Je n'emmène pas de biè je ne bois pas de bière, je bois que du coca". Et il m'a dit: «Bah, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais quand même besoin de ma bière». Et c'est là où il m'a dit: «Bah, en fait, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à faire un barbecue sans bière». Et tu vois, il me dit et donc bah, je me rends compte que ouais, j'ai sûrement un comportement alcoolique, quoi. Ce qui est assez beau parce qu'en fait, finalement, il se met des petits challenges on en rediscutait encore hier. Il m'a dit: «Mais moi, en fait, j'ai pas envie non plus de totalement arrêter». Je dis: «Bah, non, mais tu es pas obligé de totalement arrêter». Je dis: «Mais par contre, tu peux avoir une relation consciente et éveillée avec l'alcool. Tu peux te dire: "Bon là, je bois parce que je suis dans un bon moment, ça me fait plaisir et cetera, mais je sais m'arrêter" ou bah, en fait, je bois et je suis OK de boire, mais j'ai aussi conscience que en fait, si je bois là, c'est parce que je n'imagine pas un barbecue sans bière». Mais au moins, on a conscience qu'on est entre guillemets «un peu sous une emprise» et qu'on n'est pas juste à se dire: «Oui, c'est quoi? Je préfère, fermer les yeux, ne pas regarder et me dire: "Oui, bon, bah, de toute façon, puisque tout le monde le fait et que c'est socialement accepté, alors je le fais", quoi». Et je pense aussi, si je peux me permettre de le rajouter, tu dois beaucoup l'inspirer aussi. Parce qu'il doit se Oui, dire: oui, «Putain, oui. Amandine, elle s'éclate, elle a pas besoin», tu vois? Donc, je Ouais. pense Ouais, il ouais. doit avoir de ça aussi. Ouais. Ce qui est hyper rassurant parce que tu vois, il y a des Mmh. fois, c'était un peu ma question que je voulais te poser, c'est que des fois aussi, il y a des personnes qui se disent: «Est-ce que je peux vraiment arrêter? Parce que dans mon couple, bah, je suis tombé amoureux ou amoureuse d'une personne et bah, je buvais. Est-ce qu'elle va encore m'apprécier en étant sobre? Est-ce que moi, inversement, est-ce que je vais encore apprécier que la personne, boive encore?» Tu vois? Je pense que qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est une sorte de respect mutuel et que comment tu peux, rassurer quelqu'un en disant, «C'est pas parce que toi tu changes que, les sentiments vont changer»? Bah, alors moi, je vais être complètement honnête, il y a encore quelques temps, mon mari, il consommait, des drogues, occasionnellement, pour des festivals, tu vois? 1 à 2 fois dans l'année. Au départ, j'ai accepté en me disant: «Bah, c'est sa liberté individuelle» et en fait, au fur et à mesure de la thérapie et de parler de mes besoins parce qu'on a beaucoup travaillé sur mes besoins et mes limites, je me suis rendu compte qu'en fait, lui, ça lui permettait d'avoir sa liberté, mais moi, en fait, ça me faisait revivre des choses beaucoup trop violentes. J'étais tout le temps hyper inquiète. J'étais passive-agressive avec lui et cetera. J'étais pas du tout dans de l'amour, en fait et un jour, en fait, je lui ai dit: «Écoute, je suis désolée, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. C'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de mes limites, en fait. Moi, je me suis promis à moi-même
en arrêtant les drogues et l'alcool que je ne me remettrai jamais en couple avec une personne qui a des addictions. Et je dis: «Ne t'interdis pas de faire des festivals, je te demande juste de quand tu vas en festival de ne pas consommer de drogue et si tu n'es pas capable de ne pas consommer de drogue à des festivals, là ce n'est plus mon problème en fait, c'est ton problème à toi». Et en fait, je lui ai dit: Je m'engagerai pas, entièrement dans une vie avec toi si je sais que tu continues à consommer des drogues». Et ça a été, une année un peu compliquée à ce moment-là parce que, bah, lui forcément il se sentait un peu castré. Bah, on lui disait quoi faire, alors que moi je lui disais pas quoi faire, je lui disais juste: «Voilà, ça c'est ma limite. Maintenant tu l'acceptes ou pas», et je lui ai bien expliqué: «En fait, je ne t'en voudrais pas de me dire non, mais sache que si tu me dis non, bah, moi je serais obligée de faire ma route toute seule en fait, parce que c'est juste pas possible». Et ça a été pour moi une épreuve très, très difficile parce que j'avais le risque d'être complètement rejetée. Et en plus, je l'aime, voilà, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Donc je me suis dit, «Il y a des risques», mais je me suis dit: «En fait, là, c'est plus possible. C'est plus possible d'accepter des choses que tu ne voulais plus accepter dans ta vie, qui t'ont fait du mal et cetera». Même s'il y a des gens qui vont me dire: «Oh ça va, une fois de temps en temps», bah, une fois de temps en temps, Ça peut-être peut être la avec fois une de personne. trop. Ouais, ouais. Oui, Ouais. et mais même à une fois de temps en temps avec une personne qui a pas eu les mêmes traumatismes que moi, ça peut marcher, mais une fois de temps Mmh en temps avec moi, ça marche mh. pas, en fait. C'est vrai. Et donc du coup, ça a été compliqué et heu et franchement, ouais, ça a été dur au départ. Et en fait, avec le temps, bah, il a compris. En fait, il y a aussi je pense qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a le type de personne qui va dire: «Je veux plus que tu sortes le week-end avec tes potes parce que ça me saoule», et tu as le type de personne qui va dire: «Écoute, moi voilà, je ne veux pas ça dans ma vie, c'est ma limite». Tu vois? Il y a vraiment, 2 types de personnes. Je Moi, comprends. je Toi, tu as été considérais transparente. Voilà. Ouais, voilà, je considérais que je lui privais pas, en fait, de voir ses amis ou de faire la fête. Je lui demandais juste de faire la fête autrement et de manière plus consciente et Oui, cetera. tu l'aimes Et je me tellement suis fort que tu veux pas qu'il se mette en danger Oui, c'est ça. et toi, Alors après, bien ça te fait du sûr, mal aussi parce que c'est oui, mais bien sûr, ça reste sa liberté, en fait, bien sûr. de s'alcooliser ou quoi. Mais moi, je lui ai juste dit: «Écoute, si tu le fais, ça va pas fonctionner». Et je pense aussi qu'il y a aussi des, entre guillemets, «ultimatums», parce que c'est une sorte d'ultimatum que je lui ai mis. Des ultimatums où tu sais qu'en fait, que ça va lui faire du bien, en fait. Je veux dire, on parle de l'alcool et de la drogue, en fait. Voilà. Oui, oui. Ouais. Je veux dire, c'est pas quelque chose, et donc du coup, ça a été difficile, mais au fur et à mesure du temps, bah, il me le disait, il me disait: «C'est dur sur le moment, mais je sais que c'est pour mon bien» et cetera. Et je savais aussi que lui, il avait une vision, il avait envie de devenir une certaine personne, et que la personne qu'il voulait devenir, bah, c'était une personne qui faisait du sport, qui mangeait bien et cetera, et voilà, et qui était en santé. Et je veux dire, pour moi, c'est un paradoxe de dire: «Je suis en santé et je consomme». Et c'est un paradoxe que j'ai dit, hein, parce que moi, à l'époque de l'Australie, je mangeais très bien la semaine, j'étais, végane et tout, et très spirituelle, et le week-end, je Ça j'oubliais déglingue. tous mes principes. Voilà. Donc ça a été dur, mais au fur et à mesure, bah, je vois que les graines que j'ai plantées, elles sont en train de germer. Et il continue à consommer socialement de l'alcool et cetera, et du coup, je suis beaucoup plus au clair, à l'aise avec ça parce qu'en fait, il sait que niveau de l'alcool, j'ai des limites, il les respecte, et mais moi, je ne l'empêche pas de consommer de l'alcool parce que je comprends que l'alcool, bah, voilà, c'est socialement accepté, que c'est agréable, qu'il y a des gens qui aiment goûter des nouveaux vins, des nouvelles bières, et que ça peut être aussi un plaisir, que ça peut être un réel plaisir, et qu'il faut juste trouver la ligne entre le plaisir et le besoin, en fait. Et donc voilà. Mais par contre, ouais, à côté de ça, maintenant, il me félicite, il est fier de moi. Ça nous arrive encore d'avoir des disputes, Ah, mais c'est oui, on et je suis hyper fière de notre couple, et je lui dis souvent que je suis fière de notre couple parce que et pour les personnes parce que j'ai reçu des messages de gens qui me disaient, bah, j'ai rencontré une personne et cetera. Moi, je dirais juste, en fait, faut être juste honnête avec soi-même. Si ta limite, si ta promesse, c'était genre: «Je ne veux plus personne dans ma vie qui consomme des drogues», même si cette personne, tu la préviens, en fait, cette personne, et tu lui dis: «Si cette personne, elle a pas envie de changer, c'est son droit, c'est sa liberté, mais sauf que toi, tu peux aussi dire: "Bah,
Si tu veux pas changer, ce qui est complètement OK parce que c'est ton droit, bah, par contre, ne t'attends pas à rentrer dans ma vie parce que moi, ma liberté, c'est, de plus avoir de personnes dans ma vie. Mais après, je pense aussi que c'est propre à chacun et ça dépend de la situation. Tu sens que c'est hyper juste, tu vois, d'être transparent, de dire voilà, je ne prends pas en traître, j'ai essayé, mais en fait, j'ai des valeurs maintenant et elles sont importantes pour moi, pour mon équilibre Oui, personnel et pour être épanoui, pour être heureuse. oui, Donc, il n'y a pas d'ultimatum, sauf que je te prends pas en traître, je ferai pas semblant. C'est voilà, c'est comme ça. Et je trouve que c'est tellement sain. Tu vois, on oui, n'enfouit pas, on n'enterre pas, un peu comme nos traumas de jeunesse. Là, et c'est comme communiquer avec quelqu'un et être suivi, c'est, voilà, on est transparent avec soi-même, on est transparent avec les autres, on est lucide, et on a cette force maintenant de pouvoir dire ce qu'on pense, ouais, c'est ça. et c'est ça, tu vois, et c'est ça, c'est tellement sain. Alors tu le dis, hein, il y a encore des disputes ou des pas arroses, et c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon, on est des êtres humains, on est deux personnalités qui vivent ensemble, c'est normal, quoi. Mais d'être transparent, d'être inspirant par ce que tu fais, tu vois, je pense que il regarde peut-être pas les réseaux, mais je pense qu'il voit comment tu t'épanouis, puis tu lui racontes des petits trucs, ça doit le titiller, de dire, Ouais, ah bon et tout, tu vois. Donc il y a pas, c'est ça en fait, c'est montrer par les actes, par notre être maintenant ce qu'on est. Moi je dis pas qu'on est parfait, mais on est en clair avec nous, on est clair avec nos valeurs, alors on a nos propres vérités, et ça c'est propre à chaque être humain, mais les valeurs sont importantes. Tu vois, moi maintenant, je veux que ces valeurs que j'ai, elles soient tout le temps respectées parce que c'est mon équilibre, c'est comme ça que je me sens heureux. Et alors, des fois, je fais attention aussi, hein, on vit en société et tu essaies toujours un peu de t'accorder, mais si ça te dérape sur mes valeurs, je next, ouais, je passe à ouais, c'est côté. ça. Tu vois, et c'est se Ouais, tu as respecter en raison. fait. Tu vois, j'ai l'impression que je suis Ouais, c'est passé d'un ça, c'est truc où je me exact. respectais pas avant et de respecter ses valeurs, c'est je me respecte et je suis bien dans mes idéaux, je suis bien avec moi-même et c'est là où je me sens à l'aise. C'est pour ça que je performe dans ce que je fais parce que Mmh. je suis à l'aise et je suis bien. C'est ça, c'est exactement ça. Puis moi, il y a le côté où je me dis, j'en ai tellement chié pour en fait me sortir de où j'étais que je vais pas maintenant faire des courbettes pour Pierre, Paul ou Jacques parce que, entre guillemets, ça les dérange ce que je suis ou ce que je fais ou ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi, c'est que, par exemple, les personnes, parce que j'ai eu quelques remarques un peu attaquantes de gens qui me disaient, oui, mais toi, de toute façon, Amandine, t'es hyper saine. Mais tu sais, un peu sur un ton Oui. condescendant. Et de me dire, bah non, bah ouais, je suis peut-être hyper saine à tes yeux, mais je veux dire, regarde-moi il y a 5 ans. Je veux dire, j'étais la meuf la moins saine du monde. Et je veux dire, aujourd'hui, je vais pas m'excuser parce que ça te touche sur un point à toi dans tes peut-être faiblesses ou parce qu'il y a des gens, je sais, qui m'ont fait des remarques parce que ils savaient qu'ils avaient un souci avec l'alcool, et ils étaient un peu englués dans ce truc et parce qu'ils voyaient en face d'eux C'est une l'effet personne, miroir. Mais oui, c'est bah, ça. c'est l'effet miroir, ça les Ouais. pique, ça leur fait mal Il se et du juge. coup, Ouais, ouais. ils te Ouais. balancent leur venin et tu as Ouais. envie de dire: «Bah, non, en fait, aujourd'hui, les gars, j'en ai tellement chié que je vais pas m'excuser d'être, en Clairement. fait, qui je suis». Heu et après, j'ai aussi beaucoup de compassion pour ces gens-là en me disant: «Bon, bah, je sais très bien, j'ai conscience que c'est un effet miroir et que, bah, voilà, mais je veux dire, moi, je préfère que tu me demandes de l'aide, que tu me dises: "Écoute, franchement, tu m'inspires" ou genre, ça me fait mal de te voir comme ça parce que ça me renvoie à ce que je ne suis pas, Le- plutôt que d'avoir des remarques hyper désobligeantes et condescendantes de gens, en fait, qui te balancent ça juste pour te faire mal, de la méchanceté gratuite. Et puis, bah, même par rapport, bah, à mon compagnon, c'est ce que je m'étais dit. Parce que pendant longtemps, je me disais: «Ouais, je peux pas lui demander ça, ça va être tellement dur pour lui» et après je me suis dit: «Eh merde, en fait, tu t'es promis à toi-même de ne plus avoir de drogue dans ta vie, et ben, en fait, non, en fait, tu vas pas t'excuser. S'il t'aime et bah, et qu'il a envie d'avancer avec toi dans un chemin, il survivra. Il survivra à ces festivals sans drogue et ça ira, en fait. Mais par contre, si ces festivals avec drogue sont importants et pour lui et que ce que je lui demande, c'est beaucoup trop, c'est OK aussi. Mais par contre, il sera pas avec moi sur mon chemin et c'est Oui. pas grave, ça fera mal. Mais bah, du coup, maintenant, je me dis: «Ça fera mal», mais avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est bon, je me relèverai. Je me dis, voilà, et je suis pas, et je sais aussi que cette force intérieure et cette manière de penser, ça fait peur aussi à des gens, parce qu'il y a ce côté où on croit qu'on est intouchable, mais il y Tu a sais, vraiment, je pense,
cette force Ce sera ma intérieure. dernière question parce que je pourrais en parler pendant des heures et j'adore cet échange et merci encore du fond du cœur. Est-ce que tu comparais aussi, parce qu'on parlait, tu vois, de cet effet miroir, parce qu'en fait les gens se sentent un peu jugés, on passe pour des gens parfaits alors qu'on n'est pas parfait. On Maintenant, pas aspire du à devenir la meilleure version qu'on est, mais on ne sera jamais parfait. Et qu'est-ce que la perfection? Enfin, c'est justement notre différence. On a vécu des choses, on s'est donné du courage pour essayer justement. Moi, je sais que je voulais de la reconnaissance. Donc, dans ouais. mes péripéties d'alcoolisé, de soirées, de fêtes, de drague, d'alcool, je retrouvais de la reconnaissance que j'avais pas eue. À l'heure actuelle, je veux pas de ce regard de il est parfait, il prône une vie saine, et c'est pas du tout mon objectif. Je veux juste dire que qu'on peut vivre différemment dans les actes. Je suis pas là pour crier sur tous les toits, dire arrêtez de boire, de quoi que ce soit. Je dis juste qu'on peut avoir une vie différente et qu'on peut se faire kiffer. Et je me fais kiffer. En fait, tu disais tout à l'heure, si tu as envie de te barrer et prendre tes bagages et tes enfants et faire le tour de la Terre pendant un an, et ben mets de côté pendant 2 ans et kiffe. En fait, il y a que les limites qu'on peut se donner, c'est les nôtres. Ce que je me suis rendu Oui, compte. Et tu vois, la sobriété fait que j'ai l'impression qu'il y a ce déformatage de tout est possible. Tu sais, on parlait d'une nouvelle aventure, mais c'est 1 milliard d'aventures. Et moi, j'ai ressenti ça. Est-ce que toi, tu as ressenti un peu ce déformatage de, entre guillemets, la société? ouais, totalement. Bah, déjà, moi, je te disais que la sobriété, je pense que ça a été l'une des choses les plus dures que j'ai eu à faire parce que tu dois te déformater totalement de ce que les gens pensent. Tu dois accepter d'être rejeté, tu dois accepter d'être considéré comme l'outsider. Tu vois, vraiment, je veux dire, tu te retrouves. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans la solitude, etc. Et après, bah moi, je vois la sobriété comme une forme de militantisme, en fait, parce que, tu vois, il y a le féminisme, et bah pour moi, il y aurait la sobriété, parce que, tu vois, ce qui me saoule, c'est quand on en voit, par exemple, des journalistes qui disent cette nouvelle trend sur les réseaux sociaux de la sobriété. Non, mais j'ai envie de dire, les gars, en fait, depuis quand c'est une trend? Je veux dire, il y a des gens juste qui ouvrent les yeux, qui prennent conscience que c'est un énorme défi sanitaire, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui finissent, qui ont des maladies, qui meurent ou qui rentrent aux urgences à cause de l'alcoolisme. Ma grande sœur est infirmière, elle disait que pendant la période du Nouvel An et du Premier de l'An, le nombre de personnes qui arrivent aux urgences parce qu'ils sont dans un état d'ivresse, soit modéré ou complètement avancé, qui font des comas éthyliques et tout, je me dis, attendez, là, en fait, moi, ça me fait sortir de mes gonds quand on dit c'est une nouvelle trend. Alors oui, il y en aura toujours qui surferont sur ça pour se faire de l'argent, mais je veux dire, à un moment donné, on n'est pas en train de te parler d'un shampoing, quoi. On est en train de te parler de l'alcool, des drogues, de choses, de gens qui mettent tellement d'argent dans les poches sur le compte de gens qui se détruisent, je veux dire, là, on nous vend de l'alcool, ça nous détruit la santé, du coup ça fait vendre des médicaments, des machins, et t'as tout le monde qui s'engraisse là derrière leur bureau avec sûrement un bon scotch à la main et qui se frotte les mains, et en fait on nous dit non, c'est une traîne. Donc ça me fait sortir de mes gonds. Donc pour moi, en fait, pour moi, je suis militante. Je suis une militante pour une vie sans drogue, en fait. C'est Pour comme un une... acte, tu vois, c'est comme un acte de rébellion, quoi. Et Ah pour oui, ton mais corps, totalement. tu lui dis, bah, là, on va se faire du bien. Je suis rebelle avec moi-même, on va se faire du Ouais, bien à l'esprit et au corps, et peut-être aussi un réveil, tu vois. bah, un Un réveil des réveil. consciences. Voilà. De dire aux gens, mais attends, oui, mais c'est pas normal en fait d'avoir cet automatisme, se dire, je suis stressée, bim, je bois. C'est pas normal de se dire, bah non, je sors pas ce soir parce que, ou je vais pas à cette soirée parce qu'il n'y a pas d'alcool. Tu vois, c'est pas la norme, en fait, c'est ce qu'on nous a fait croire, mais il y a aussi, bon, tout le formatage sur les films, les pubs, etc. Parce que voilà, il y avait des pubs aussi auparavant. Et moi, ce que je trouve juste trop bien, c'est que via mon compte, il y a des gens qui me disent, bah, j'ai eu quelques messages de gens qui me disaient, je me questionnais pas trop tant sur l'alcool, je suis tombée sur ton compte et je me suis rendu compte que j'avais peut-être un problème. Et alors, je dis pas que tout le monde a un problème, mais je pense que les gens, quand ils parlent de problème, ils veulent plutôt dire, j'ai peut-être pas une relation aussi saine que je le pensais. Tu vois. Et là, je me dis, c'est cool parce qu'en fait, finalement, en fait, je ne suis pas en train de prôner un monde où personne ne boit, etc. Mais déjà, si les gens commençaient à avoir une manière plus consciente et éveillée de consommer,
et bah, il y aurait toujours peut-être de la consommation de drogue, mais plus d'une manière pour anesthésier des émotions, des choses qui nous plaisent pas Plus et conscientisé, ouais. ouais, plus conscientisé et je pense qu'en fait, que tu sois féministe ou militant sobriété, tu veux la même chose. Tu veux un monde où on accepte beaucoup plus, les différences, aussi le fait d'avoir de plus en plus d'événements sans alcool, de plus en plus de personnes qui disent: «Bah, moi je bois pas» et au lieu de se prendre dans les dents: «Bah, qu'est-ce que tu fais sinon? Est-ce que tu» parce que moi on me l'a dit, hein: «Est-ce que tu baises?» ou des trucs comme ça et je me dis: «Super» et bah, tu as envie de dire, bah, tu aurais envie d'avoir des gens en face qui disent: «Ah cool, bah, qu'est-ce qui t'a amené et tout et vas-y parle-en, je suis curieux». Tu vois? Des gens, d'éveiller les consciences, ouais, là-dessus. Trop cool Donc et bah, justement, je rebondis facilement, on te retrouve sur, ton compte. Il s'appelle comment ton compte sur Instagram? c'est Amandine LRX avec les 2 traits du bas. Inspirons-nous les uns les autres, c'est important, tu le rappelles encore bien, c'est pour se faire du bien. Voilà, c'est pour se faire du bien donc Ouais, on veut partager, nos clés, nos outils et c'est, si tu vois, ouais, c'est un appel du cœur finalement complètement. bah, voilà, de donner, si on peut donner juste des petites bribes, de choses pour aider les autres, ben, on le fait, quoi. Donc, C'est ça, ça me fait vraiment plaisir, d'avoir développé ce compte et trop c'est cool. cool, je m'amuse bien. C'est trop Bah, cool. merci, c'était C'était chouette. trop cool, Amandine. Merci encore, c'était trop Merci, cool. Merci Amandine, à tu plus tard. déchires. Ciao. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.